Bonjour, c'est Mac Adébaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis donc au Jardin de Marie, à Rennes-le-Château, et je suis en compagnie de Yannick, voilà, qu'on ne présente plus, qui travaille aussi pour la Gazette, d'ailleurs. Oui, tout à fait, de temps en temps, oui. Voilà, et tu as la chaîne des chercheurs, donc le nom de ta chaîne aussi. Exactement, la chaîne des chercheurs. La chaîne des chercheurs, voilà. Alors raconte-nous un peu ton parcours et comment tu es arrivé à t'intéresser à Rennes-le-Château. C'est pas un mystère aussi, par d'autres choses aussi. Alors moi je ne suis pas arrivé par mystère. Ouais, moi la première fois que... Oui voilà, il y en a beaucoup. Mystère c'est 92, moi j'avais 5 ans donc j'étais un petit peu trop jeune. Moi j'arrive dans l'histoire de Rennes-le-Château un petit peu plus tard en 95 où je tombe totalement par hasard sur une VHS de Jibidieu. Exactement, et c'était ça où je suis tombé totalement par hasard chez un ami et je suis resté complètement subjugué par l'histoire. Et des années plus tard, adolescent, comme beaucoup de monde, j'ai lu Da Vinci Code. Et en m'intéressant aux hypothèses que développait le roman par la suite, je m'étais rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais déjà entendu parler. Donc petit à petit, voilà, je commençais à m'intéresser à l'histoire de Rennes-le-Château, livre après livre, un petit peu les reportages. Je suis venu pour la première fois ici en 2008. Et par la suite, avec surtout l'avènement de YouTube, d'Internet, Facebook et compagnie, c'est là où je suis vraiment rentré, entre guillemets, dans le monde des chercheurs. Et donc ça fait à peu près depuis les années 2010 que je fais un petit peu mes recherches sur l'histoire. Alors quel était le premier livre qui t'a marqué, je veux dire, un des premiers livres qui t'a marqué sur l'affaire de Rennes-le-Château? Alors, qui m'a marqué... Ou un des premiers livres que tu as entre les mains déjà. Le premier livre que j'ai lu de l'histoire, c'est en 2008, que le seul que j'ai pu trouver à la bibliothèque de Montpellier où j'habitais, c'était Christian Doumergue. D'accord. Et c'était Béranger Saunière, prêtre libre à Rennes-le-Château. D'accord. En fait, c'était un livre qui parlait pas forcément de l'histoire du trésor, mais c'était un livre qui parlait du caractère de Saunière. Il s'était plongé dans les documents, notamment des Corbu-Captier, sur tout ce qui était lettres, conversations et compagnie, et il voulait dresser un portrait vraiment du caractère de Béranger Saunière. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et si j'ai vraiment un livre qui m'a vraiment marqué, ça arrivait très tard, mais un livre que je continue à conseiller à tout le monde et que je trouve moi fantastique, c'est le roman de Claire Corbu et Antoine Captier. C'est Béranger Saunière, Marie Desnarnaud, liés par un secret. Ce livre, je l'ai lu et je l'ai trouvé, mais vraiment, parce qu'il vous plonge dans le village de Rennes-le-Château. Quand vous le lisez, vous avez l'impression d'être aux côtés de Marie Desnarnaud en 1910 ou en 1920. C'est décrit d'une façon vraiment géniale. Alors c'est un petit peu romancé, forcément, parce qu'on ne connaît pas toutes les... On n'était pas là sur certaines conversations. Mais moi, ce livre m'a vraiment marqué et a été un tournant dans mes recherches également, où je me suis vraiment concentré sur l'histoire de Béranger Saunière et du village de Rennes-le-Château. Et d'ailleurs, tu as pu les rencontrer. Oui, j'ai eu la chance. Le couple, de longues heures, avec toute la documentation, les photos, les documents. Ça a été vraiment... Raconte-nous un peu alors, cette expérience. Alors ça a été, je les ai rencontrés il y a 2 ans maintenant, par le biais d'une amie chercheuse. On avait un projet qu'on n'a pas encore totalement laissé tomber d'écriture d'un livre. Et donc on avait rencontré les Captier Corbu dans ce but-là. On a sympathisé et ils ont été vraiment d'une gentillesse folle. Jamais de ma vie j'aurais pensé pouvoir rencontrer les Captier, de prendre autant de temps avec eux. C'est un petit peu, moi je le dis toujours en rigolant, mais moi comme je suis un vrai passionné de Rennes-le-Château, c'est toujours bizarre quand vous voyez des personnes que vous ne voyez que à travers la télévision, des reportages ou des livres, et que là vous les rencontrez vraiment. Ça fait toujours un petit peu quelque chose et jamais de ma vie j'aurais pensé avoir la chance d'avoir. Et ils m'ont mis gentiment à disposition les documents de l'abbé Saunière et de Marie Desnarnaud, donc ce qu'on appelle dans le monde des chercheurs le fonds Captier Corbu. Et c'est une mine d'informations aujourd'hui que j'ai toujours pas totalement traité parce que c'est des centaines de papiers. Et c'est également ce qui m'a recentré vraiment toujours sur l'histoire de Béranger Saunière. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, moi je suis arrivé donc dans l'histoire de Rennes-le-Château par le Da Vinci Code, donc moi c'est ce que j'appelle la belle histoire. Oui, la belle histoire. Voilà, moi j'étais convaincu qu'il y avait un secret millénaire, qu'il y avait un secret d'église, qu'il y avait des indices un petit peu parchemés. Voilà, c'était ça. Les lobinaux. Exactement. J'étais vraiment dans l'or de Rennes, les parchemins, et j'ai passé des années et des années à travailler sur ça. Et au bout d'un moment, comme beaucoup de monde, quand tu te rends compte au final que ça n'arrive pas... Soit tu n'y arrives pas, soit tu te rends compte que, et moi ça a été mon cas, c'est que je suis arrivé à un moment donné où je me suis posé la question en me demandant comment d'une seule et même histoire, c'est-à-dire l'abbé Saunière, on en arrive à des théories si différentes, éloignées les unes des autres. Et je me suis dit, donc là il y a un problème. Un trompe-l'œil. Exactement. Si on nous oriente. Voilà.
C'est-à-dire que certains vous disent que c'est un trésor de l'évêché d'Alette, d'autres vous parler de Rennes-les-Bains, d'autres vous emmener au Bugarache. Je ne citerai pas de personne, mais on va même vous parler d'Escalibur et du roi Arthur, sous l'église de Rennes-le-Château. Bien sûr, sous la dalle des chevaliers. Bien évidemment, on le sait tous. Aujourd'hui, voilà, le secret est révélé. On ne peut plus trop spoiler, mais tu vois quand même voilà, le grand écart que tu peux avoir entre les différentes théories. Et donc, je me suis posé la question en disant, mais d'où vient le problème? Et comme je le disais lors de ma conférence, le problème est dû à l'histoire originale de la Bessonnière, qui au fil des années, et notamment des chercheurs et des romans, il y a toujours eu d'ajout de petits détails, de petites choses qui étaient des hypothèses et qui, au fil des années, sont devenues des choses avérées. Alors justement, il y a toujours le cycle de conférences de Rennes-le-Château, organisé par Jean-Patrick Portal. Et tu as pu faire une conférence le 12 juillet. Hein, oui, c'est ça, le 12 juillet. Exactement. Donc sur Rennes-le-Château 3.0, enfin l'énigme un peu remis au goût du jour. Voilà, exactement, une petite mise à jour par rapport à notamment voilà, tous les travaux qui ont été faits depuis 70 ans. J'ai pas la prétention de dire que j'ai lu tous les livres, mais j'ai quand même une grande partie, notamment tous les fondamentaux de l'histoire. Et aujourd'hui, voilà, c'était moi le but que j'avais, c'était de repartir sur une histoire nettoyée de tout ce qu'on ne peut pas prouver. Donc de repartir uniquement sur une histoire documentée. Et effectivement, le problème, c'est que si vous tirez une histoire uniquement avec les documents, ben, vous n'avez pas grand-chose. Donc on comprend comment ça a laissé place à toutes les fantaisies, à toutes les choses qui ont été ajoutées. Et qui fait qu'aujourd'hui, et ça c'est vrai que moi je mets un point d'orgue sur vraiment un point d'honneur sur cette chose-là, c'est de recrédibiliser cette histoire de Rennes-le-Château. Sur le factuel. Voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ça part un petit peu dans tous les sens. Et même aujourd'hui, si vous allez au niveau de l'État, des archives ou des personnes compétentes et que vous dites le mot de Rennes-le-Château, malheureusement, on est vu tout de suite comme un uluberlu avec sa casserole ou son truc qui cherche des choses bizarres. Et malheureusement, si on prend factuellement, oui, il y a quelque chose à Rennes-le-Château. Oui, il y a une mystère. Oui, Béranger Saunière a trouvé quelque chose dans son église. Oui, il a fait du trafic du Metz. Oui, il a fait plein de choses. Mais cette histoire est, entre guillemets, je dis toujours, l'histoire de base est déjà assez fantastique pour avoir besoin d'en rajouter. C'est le réalisme fantastique. Exactement, c'est ça, et tu t'y connais beaucoup mieux que moi sur ce sujet-là, mais j'adhère à 100%. Dans les fonds Corbucaptier, quelles sont les choses qui t'ont surprise ou des choses où personne n'en parle, des choses qui t'ont vraiment marqué? Malheureusement, les choses qui m'ont marqué, on ne peut pas trop en parler. Mais alors juste pour pas démystifier, c'est rien d'important sur l'histoire de Rennes-le-Château, c'est juste des histoires entre guillemets de famille et comme il reste encore des héritiers, c'est des problèmes intrafamiliaux. Et moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le caractère de Béranger Saunière par rapport à sa propre famille. On voit clairement que depuis le départ, il y a une scission dans la famille, notamment avec son père. Et même avec sa mère qui sera venue jusqu'au bout faire des séjours dans le domaine de Rennes-le-Château, on voit toujours qu'avec sa mère aussi c'est très 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 compliqué, c'est son frère, on n'en parle même pas, on connaît l'histoire, il y a eu cette cassure. Et on voit que Béranger Saunière peut être autant un prêtre avec ses qualités, mais on voit sur certaines lettres qu'il peut être une personne la plus dure du monde. Aujourd'hui cet exemple il est connu parce qu'il y a quelques chasseurs qui en ont parlé, mais par exemple Béranger Saunière refuse catégoriquement de payer le cercueil de sa mère. C'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, c'est pas une question financière, mais c'est une question de principe. Il avait vraiment refusé quand il y avait le feu, cette histoire de citerne. Alors ça oui, c'est un autre truc, mais oui, effectivement. Sympa, mais ça donne aussi, oui, il était Béranger Saunière d'un côté, était égoïste, comme tout être humain a ses qualités et ses défauts. Et ça aussi, c'est un point sur lequel je veux mettre un point. C'est qu'aujourd'hui, Béranger Saunière, on a trop tendance à le voir que d'un point de vue d'un curé. D'accord, oui. Et en fait, n'importe quel curé, on est un être humain avant tout, avec ses qualités, ses défauts, ses problèmes, ses blessures familiales et compagnie. Et ça se ressent beaucoup dans les lettres de Béranger Saunière et dans son caractère. Même notamment les travaux qu'a fait Christian Doumergue sur le prêtre libre à Rennes-le-Château. On voit que le caractère de Béranger Saunière est très complexe. Mais c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'avoir ce caractère qui peut en dire long sur ce qu'il a pu faire et comment il a pu réaliser certaines choses à Rennes-le-Château dû à son caractère, le côté ostentatoire, une grande villa, une grande tour, des choses qui se voient. C'est quelque chose dans son caractère, d'où ça vient peut-être de son enfance,
Mais ça, je trouve que c'est important, ce côté psychologique, on va dire. Je suis pas profiler ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est important. Dans la Pressonnière, on a 3 phases en fait. 56 avec Corbu qui achète l'hôtel de la Tour. Enfin, non, avant, il l'achète avant. Mais il y a la Dépêche du Midi qui vient, Salmon, qui vient parler du curé au milliard. Ensuite, on a 62, les Templiers sont parmi nous, qui va de Gisors. Après, on va à 67, à l'Or de Rennes. Et puis après, on arrive en 82, que l'énigme sacrée. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 phases, en fait, qui font le mythe, en fait, un nouveau mythe moderne? Exactement, mais c'est ce que je disais, j'ai utilisé ces 3 livres dans ma conférence pour expliquer que c'est ces 3 livres qui ont totalement changé l'histoire de Rennes-le-Château. Si on restait encore jusqu'au Corbu, quand Noël Corbu est là, c'est uniquement une histoire trésoraire. Ouais. L'hôtel de la Tour. Voilà, c'est ça. Oui. Mais les gens ne viennent pas pour des parchemins, pour quelque chose de codé. La décoration de l'église, ils s'en moquent. Entre guillemets, il y en a qui s'intéressent, mais ils ne vont pas chercher d'un codage ou des indices. C'est vraiment à partir de l'Or de Rennes de 67 où là, clairement, il ne vous parle plus du tout de trésor, mais de parchemins qui l'auraient rendu riche. 67, on a quelques livres entre-temps qui viennent confirmer un petit peu cette vague. Et le point d'orgue, c'est vraiment 82 et l'énigme sacrée. Et avant, bon, bien sûr, il y a Jean-Pierre Montaigne en 74. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Exactement, c'est ces livres-là que je parlais. Pas un niveau mondial, on va dire. Jean-Pierre Montaigne qui a été... Jean-Luc Chamaille aussi, Jean-Luc le Chamaille. d'or, le Testament de Exactement. Prédiction. Bon, ça, c'est beaucoup plus tard. Ouais, c'est ces livres... Le Testament de Prédiction, c'est Charivari en 74. Voilà, c'est ça, c'est une réédition. Prédiction, c'est la réédition. C'est exactement, mais qui était quand même dans cette veine, qui n'était plus dans cette veine trésoraire. Qui était dans cette, moi ce que j'appelle, alors je sais qu'il y a plein de chercheurs qui ne sont pas d'accord, moi j'appelle ça dans la veine ésotérique de l'histoire. Complètement. Voilà, c'est vraiment, je fais vraiment du grossier, c'est vraiment dans cette veine-là, et 82, l'énigme sacrée. Et puis Da Vinci Code. Et le Da Vinci Code, voilà, c'est vraiment le point final, voilà, c'est l'essence de l'énigme sacrée, où vraiment, moi je pense que l'énigme sacrée a totalement dépassé Pierre Plantard. Je pensais pas que, même lui, je pense pas que l'énigme sacrée serait allé aussi loin dans la descendance et dans le... Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que c'est un petit peu senti le roussi pour notre ami Pierrot. Et le Da Vinci Code a été vraiment oui, comme tu dis, c'est le point final. Car quand tu prends le Da Vinci Code, on ne parle pas de Rennes-le-Château. C'est ça qui est fantastique dans ce bouquin, c'est qu'on te reprend tous les éléments de Rennes-le-Château sans jamais t'en parler. À part des allusions qu'on connaît au nom et compagnie. Mais à un moment, s'il cite l'affaire Chérisée, le château Rennes dans le film, il cite l'affaire Chérisée. Voilà. Ça aussi, c'est assez marrant, parce que dans le film et dans le document, ils ne citent pas l'affaire Plantard, ils disent l'affaire Chérisée. Oui. Puis il y a le nom de celui qui a assassiné, là. Oui, il y a Saunière, le grand maître, il y a Bézu Fache, le commissaire. Voilà, on connaît la région, il n'y a pas, à part le chanteur Bézu, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent Bézu, donc on voit tout de suite. Oui, c'est assez drôle, quand même. Ces petits clins d'œil, mais sans voir. C'est un peu la 9e porte, un peu avec le puits vert, on le voit pas, on le voit sans le voir, avec la carte postale. Je suis totalement d'accord. C'est exactement ça. Et alors il y a un rebondissement à nouveau avec justement le livre de Jean-Patrick Portal, des Templiers aux Préérections, justement on parlerait d'Archimie, de Gisors. Donc là c'est Préérection 3-0, là, 4-0. Là. Exactement. Et c'est. Alors oui, je l'ai lu, le livre de Jean-Patrick Portal. Et alors moi, clairement, après moi je m'en cache pas, c'est pas une brief de l'histoire sur lequel je fais des travaux. Je m'y intéresse, je lis, mais moi je travaille pas sur ce point-là. Et effectivement, mais c'est vraiment intéressant de comprendre en fait qui arrive aussi. Moi je le pense, ça on pourra peut-être le prendre. Je pense que c'est sur cette voie-là que part un petit peu l'affaire de Rennes-le-Château, et ça va faire ses dérivés. Mais on voit clairement que oui, il y a eu des associations, il y a eu des connexions entre toutes ces personnes dans les années 60, 70, 80. Et c'est intéressant de comprendre d'où ça peut venir, qui a fait quoi. Mais d'un côté, ça... C'est pas la farçonnière. Voilà, c'est absolument pas une critique contre Jean-Patrick Portal, il le sait très bien. Bien sûr. Mais d'un côté, entre guillemets, je trouve que ça met quand même une pièce dans le jukebox de continuer a priori de Sion, et pour des gens qui ne connaissent pas du tout l'affaire, ils pensent que c'est vrai. Que la priorisation est une vraie structure, un vrai... il y a peut-être une structure derrière la structure qui est fantoche, qui est d'Annemasse en moi, comme je ne sais plus quel chercheur disait ça dans une des vidéos, j'en vois tellement qu'à la force je suis perdu, mais qui disait, mais une vraie société secrète, t'en entendras jamais parler. Elle sera discrète. Enfin, oui, voilà. T'entendras pas parler. Mais c'est Jean-Pierre Montaigne. Mais c'est exactement ça. Une vraie société secrète. Tu ne connais pas son nom, tu ne sais pas qui c'est. C'est que entre eux.
Donc une société secrète où tu commences à savoir qui y a dedans et compagnie, bon, j'ai tendance à me dire... mais encore une fois, je suis pas assez initié et assez... j'ai pas assez fait. Je laisse les gens mieux qualifiés pour ces travaux. Oui, parce qu'il y a ce côté de belle histoire, mais il y a ce côté factuel sur les sources historiques. On pourrait même commencer avec Voyage à Rennes-les-Bains, quoi. Mais oui, mais c'est ça. Et Fédier. En fait, il y a Fédier, alors ça aussi, Fédier. Alors Fédier, c'est vrai que ce livre est... Enfin, comment dire... je perds mes mots, mais il est... il y a des gens qui l'aiment beaucoup. À l'origine, Saunière, c'est par Fédier, en fait. Mais c'était le livre historique de l'époque. Et aujourd'hui, avec le recul qu'on a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheurs ou d'historiens qui remettent en cause ce que dit Louis Fédier. Donc c'est vrai que ce livre, il y a les pour et les contre. Mais malheureusement, entre guillemets, c'est le seul livre historique qu'on a sur l'histoire de Rennes-le-Château. Il y en a un deuxième que Tony m'avait fait parvenir il n'y a pas longtemps. C'est un truc qui est quasiment rare. Je n'ai plus le nom de l'auteur. Tony Bontempi de la librairie. Et c'est un livre qui s'appelle Rennes-le-Château avant 1789. D'accord. Et là, on a beaucoup de documentation archivistique qui aujourd'hui ont totalement disparu. Qui sont, je ne sais pas chez qui, enfin, on dira rien. Mais c'est vraiment très intéressant parce que ça donne un point de vue à peu près entre les 1600 et 1800. Donc ça peut également donner un bel éclairage. Les archives de Rennes-le-Château de Pierre Jarnac, alias Michel Vallée. Exactement, et ça c'est dans les classiques, c'est les premiers livres que je cite quand les gens me demandent qu'est-ce qu'il faut acheter à Rennes-le-Château. C'est ces livres-là qui sont primordiales pour la compréhension de l'histoire. Et en ce qui concerne Alain Ferral, alors on a dit sur le Client des Morts, alors Alain Ferral, l'arpenteur de Rennes-le-Château. Alain Ferral, ça a été moi ma conclusion à la belle histoire. J'ai fini par Alain Ferral avant de me recentrer sur, comme on dit, sur le factuel. C'était à une époque, il y a quelques années, où il n'y avait pas eu la réédition de La Clé du Royaume des Morts. J'avais une lobby, c'était d'avoir ce livre. Oui. Il n'existait aucun exemplaire, il n'y avait pas de page sur Internet. Le seul exemplaire qui existait, il était sur eBay à quasiment 1000 €. Tout le monde connaissait cette annonce. Et tous les ans, je venais à Rennes-le-Château, j'allais voir Hélène, je lui disais, non, t'as pas La Clé des Morts. Non. Un jour, j'ai un appel en octobre, elle me dit, Yannick, je sais que tu le cherches. J'ai la réédition de 95 ou 97 qu'avait fait Sonia. Voilà. C'est en gros les 4 dossiers dans un seul et même livre. Il datait de 95 et c'était préfacé par Sonia Moreux. Elle me dit, j'ai cet exemplaire-là, bon, à un certain prix. Bon, c'était à peu près 200 €, un truc comme ça. Je lui dis, je te le prends, il n'y a pas de souci. Il le réédite en couleur 2 ans plus tard. Mais j'ai cet original qui est encore plus rare de ce que j'ai compris. Il est encore plus rare que les dossiers secrets. Il a été tiré à moins d'exemplaires. Et donc, j'ai eu cette Clé du Royaume des Morts où je me suis, mais j'étais comme un fou. J'avais réservé ma soirée, je vais le lire. Et je suis tombé de ma chaise. Et comme je dis souvent, quand tu lis La Clé du Royaume des Morts, c'est encore plus compliqué que La Vraie Langue Celtique. La Vraie Langue Celtique, à côté, c'est le journal de Mickey. Vraiment, mais vraiment, je ne pensais absolument pas tomber sur ce genre de texte. C'est très complexe, c'est très hermétique. J'ai des textes, ça fait peut-être, vraiment sans mentir, ça fait peut-être 40 fois que je le lis, j'ai toujours pas saisi on sent l'inspiration de l'artiste aussi. Voilà, il y a toutes ces inspirations. Même s'il l'a peut-être jamais rencontré vraiment, en fait, mais on ne sait pas trop. Il y a tout ce truc-là, mais il faut se mettre dans les chaussons d'Alain Ferral pour comprendre ce qu'il veut dire dans son... Et petit à petit, je le reprends toujours aujourd'hui, c'est encore le seul bouquin que je reprends entre guillemets dans ce côté fantastique de l'histoire, parce que je veux quand même percer et je suis persuadé que la clé est dans son livre. Il donne la solution de l'histoire dans son livre. Il faut juste réussir à choper ce qu'il veut dire. Enfin, sa solution à lui. Je ne dis pas que Ferral avait trouvé quoi que ce soit, mais tant que j'aurai pas cette canette de coca dans la main, la bouteille de coca dans la main. On cherche, la bouteille. On verra. Si on la trouvera un jour. Paul, si elle n'est pas trop rouillée encore. Paul XVI, il essaye de faire ouvrir la crypte pour l'instant. C'est difficile à draguer, pas forcément d'accord. Ouais, mais c'est un petit peu partout. Ça, c'est notre histoire, mais il n'y a pas vraiment de volonté de chaque côté. Non, parce qu'il n'y a rien à Rennes-le-Château. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a... Mais exactement. Il n'y a rien, mais comment vous le savez, vous le savez tous. Non, parce que voilà, cette histoire, elle fait peur pour en avoir discuté avec des gens qui travaillent à la DRAC, pas à Montpellier, mais dans d'autres régions. Bisous, on a entendu parler de Rennes-le-Château. À l'université, c'est pareil, ça fait. Pour eux, je pense que faut mettre le pied dans le plat, faut dire maintenant que eux, c'est une question de crédibilité, je pense. Ils n'ont pas envie de se décrédibiliser avec cette histoire, parce qu'ils entendent tellement des trucs.
Mais si vous venez simplement avec un Paul Sauzet qui vous dit mais c'est juste trouver une crypte d'un point de vue historique, moi qui me passionne pour le château, pour les Hauts-Poules, pour retrouver enfin une tombe palpable et se dire enfin on a un cercueil des Hauts-Poules, ils sont là, et ça serait fantastique pour le village. Et comme je dis, même si on trouve rien sous l'église, l'histoire elle continuera. L'histoire elle continuera. Le château des Hauts-Poules, qui est le vrai château de Rennes-le-Château. Exactement. Le mandala n'est qu'une, on va dire, c'est très beau. Hein. Exactement. C'est un château néo-gothique. C'est la 5e tour. Voilà. Mais comme je le dis toujours, le château c'est le poumon historique du village. C'est vraiment, et j'invite tout le monde. Avec la Villa Brittany, mais la Villa Brittany, c'était après. C'est chacun à son époque. Voilà, le village, c'est vraiment une époque que nous, justement, le château, c'est le reflet d'une époque qu'on cherche à retrouver. Parce qu'on a finalement, on a très peu de documentation sur Rennes-le-Château avant 1500, on n'a rien. Aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer comment, par exemple, un truc tout bête. Personne n'est capable d'expliquer comment on est passé de Rennes à Rennes-le-Château ou de Rédé à Rennes-le-Château. Pourquoi Rennes-les-Bains s'appelle Rennes-les-Bains? On est incapable de dire parce qu'on n'a aucune documentation sur ça. Et donc, mais c'est des choses moi qui me passionnent et qui, voilà, d'avoir le passé de ce village et de, parce que voilà, moi je suis pas comme Louis Fédier, je pense pas que ça ait fait 30 000 habitants, que ça soit d'une taille comme il est dit. Mais je pense que oui, il y avait le village qui était le château et que tout en contrebas du village, il y avait les habitations et les gens. Mais c'était pas la taille de 30 000 habitants ou d'une ville comme Carcassonne. On n'a pas de... Pour le nombre de gens qui ont fouillé dans le secteur, on n'a aucune trace. Si vraiment il y avait un passé historique, on aurait retrouvé beaucoup plus de choses étendues. Mais après, ce n'est que mon avis. Hein. Quelqu'un me donnera peut-être que le vrai trésor de Rennes-le-Château, que le dit Philippe Brunel, justement, l'auteur des Secrets du Razès, le film, c'est les histoires aussi de se retrouver chaque année, les amitiés. C'est exactement ça. Et c'est ça le vrai trésor, peut-être, c'est de se retrouver. Mais comme je dis aux gens autour de moi, voilà, je viens à Rennes-le-Château, ils me disent mais tu cherches? Je dis ben non, je fais aucune recherche. Je dis pourquoi tu y vas? Parce qu'on se retrouve entre chercheurs, voilà, on discute, on rigole. Et c'est des discussions à pas d'heure. Voilà, c'est pour ça, je sais que l'histoire elle continuera, notamment grâce aux chercheurs. Et nous qui faisons partie voilà, de cette nouvelle génération on reprend le flambeau entre guillemets de chercheurs qui, voilà, mine de rien, les années passent, de plus en plus nous quittent. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et voilà, nous on sera un jour, voilà, on sera aussi les témoins on en parlait hier soir de cette époque, on dira nous aussi on a connu les années 2025 où on a connu l'église avant sa rénovation. Oui, on pourra dire ça. Oui, c'est vrai. sur une conclusion, est-ce que tu as un dernier message à faire passer et peut-être justement ceux qui s'intéressent à l'affaire de Rennes qui aillent sur ta chaîne déjà. J'ai un petit message, ouais. Si vous voulez aller, alors voilà, moi je fais vraiment ça, c'est un hobby, c'est pas de mon travail ni rien, c'est vraiment parce que je voulais délivrer. C'est LCDC aussi. LCDC, voilà. Ça trouve plus vite la chaîne des chercheurs. Voilà. Je l'ai fait parce que j'arrivais pas à écrire, que je trouvais pas le bon format, je me suis dit en vidéo, je suis plus à l'aise, je vais le faire. Si j'ai un message à passer dans cette histoire de Rennes-le-Château, c'est d'arrêter un peu ce clivage ancien chercheur, nouveau chercheur. Ah oui. C'est vraiment dommage de... Alors c'est pas, je fais pas une généralité, hein, mais comprendront qui voudra, d'arrêter un petit peu cette guéguerre de nous on sait, vous savez pas, vous avez pas trouvé, nous on a trouvé. Et si les gens, entre guillemets, partageaient un petit peu plus leur savoir, discutaient un petit peu plus entre eux, donnaient certaines informations, je pense que l'affaire aurait déjà avancé beaucoup plus vite, on aurait déjà beaucoup plus d'éléments. Et c'est parce qu'on fait des recherches qu'on garde tout pour soi que, bah ouais, à part mourir avec et rien en faire, partageons et faisons avancer l'histoire. Bien, merci beaucoup Yannick. Merci à toi mec. Merci.